toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Nous nous retrouvons comme tous les mercredis pour la Rafchal Info, 32e émission déjà. Je vous remercie encore pour les nouveaux abonnements qui sont arrivés, aussi bien sur YouTube, sur Twitch également. Merci de me suivre. Et je voulais aussi rappeler que cette émission est en replay sur YouTube. Vous pourrez retrouver toutes mes émissions qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, encore merci pour tout pour ce soutien. Et donc ce soir, nous allons parler film. Pas mal de news, dont voici le sommaire. Un film d'animation pour DC Studios du nom de Dynamic Studio. Nouvelle information pour la série DC Lanterns. Un week-end décevant pour Joker 2. Un nouveau personnage pour le MCU. Retour d'un acteur pour un tisseur de toile. Une seconde saison pour Obi-Wan Kenobi est-elle possible? Hommage au maestro John Williams. La revanche des Sith aurait pu avoir la scène de combat finale d'une autre manière. Un remake pour Anaconda va voir le jour. Et donc, nous allons débuter tout de suite avec cette news aussi. Le film d'animation qui mettra en scène Dick Grayson et Jason Todd. Au scénario, nous retrouvons Matthew Aldrich, Coco, Buzz l'éclair. Et à la réalisation, nous aurons Arthur Mintz, qui, aux côtés de sa femme, Teresa Anderson, a fondé le studio Swaybox, qui s'occupera de l'animation du film. Le studio utilise une technologie surnommée Momo Animation, un mélange de CGI et d'éléments physiques en stop motion, ainsi que de performances en temps réel. Pour faire un peu plus simple, c'est une espèce, voilà, vous avez un peu, hein, c'est un peu comme des films. Alors, pas ceux qui sont faits à ma pâte à modeler. Ouais, je peux prendre, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir une petite vidéo qui s'appelle Courgette, ma vie de courgette. Oh, c'est un peu dans ce style-là, en tout cas, qu'il y a. Enfin, c'est une animation très spéciale. Nous retrouvons aussi à la production James Gunn, Matt Reeves, qui, après Cape Crusader, semble être devenu le producteur attitré de tous les projets autour de Batman au sein du DC Studios. Toutefois, l'article de Deadline note bien que le film d'animation n'aura pas de lien avec l'univers de The Batman, sans que l'on sache s'il doit alors se passer dans le DCU, même si cela semble peu probable. Reeves s'est exprimé ainsi. Je cite, je veux depuis longtemps faire un film avec Arthur et Swaybox et que ce film soit Dynamic Studio, une histoire vraiment spéciale de Batman et Robin pour toutes les familles est un rêve. Gunn a aussi réagi sur ses divers réseaux sociaux. Je cite, je suis aux anges de pouvoir annoncer cette nouvelle production d'animation DC Studios, Warner Bros. Pictures, Dynamic Studio. L'histoire de Robin, ou plutôt devrais-je dire des Robins, Dick Grayson et Jason Todd. Ce premier film de la part des visionnaires de Swaybox mixe l'animation, les marionnettes et les CGI, avec un scénario du talentueux Matt Eldridge, produit avec nos partenaires chez First and Idaho de Matt Reeves. C'est quelque chose de spécial. Alors n'hésitez pas aussi pendant cette émission, le chat, il y a mon invité qui est présent ce soir. Donc voilà, je vous permets de réagir à ceci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure des news qui arrivent. Et je vais accueillir mon invité du mercredi soir que vous connaissez, à savoir Cyborgien. Et je remercie tout de suite Nico TVD. Salut à toi, je sais même pas si on se connaît, c'est possible. Mais en tout cas, bienvenue à toi et merci pour l'abonnement Twitch. Ah, il est parti. T'es là? Ouais, je suis là. Parce que je ne vois qu'une chaise de toi. Mince. Mais attends, Ça fait ça a bizarre, frisé? j'avoue. Ça a frisé? Attends. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu les aléas du direct. De ton côté, ça a frisé en fait. C'est bon.
Ok. Bah... ok, Que c'est bon. penses-tu de cette news? Ben, pour Dynamic Duo, ben, à mon avis, je pense que simplement la présence de Matt Reeves dedans, c'est pas que c'est canon ou quoi que ce soit, c'est simplement que il est chargé de la bonne tenue de la franchise Batman. Je crois que ça s'arrête à ça. Mhm. Et sinon, je crois qu'en fait, ils sont dans la merde parce que ils essayent de comment dire, de rassurer les actionnaires, ils ont des comptes à rendre à Warner tout simplement. Mhm. Je pense que c'est ça. Sur le Dynamic Duo, ils ont pas un film qui s'appelle The Brave and the Bold qui est censé se tenir par ça. En live action, pas en animation. D'accord. Et donc il y a une différence entre les deux. Oui, parce que là, c'est un film d'animation, mais avec d'autres manières. Pas comme nous avons vu, pas comme nous avons vu à l'époque, c'est-à-dire les Son of Batman, des trucs comme ça. Enfin, ou même, par exemple, si je prends l'exemple plus simple, c'est Batman la série animée. Enfin, tous ces animés-là, maintenant avec Dynamic Duo. euh, En fait, c'est un peu comme j'ai dit, un peu ma vie de courgette, un peu comme si on voyait des personnages qui se déplaçaient puis qui sont en forme de pâte à modeler ou marionnettes, CGI, voilà un peu tout ça. C'est ça Bah en oui, gros. je pense qu'en fait, la fonction du studio, c'est de produire du Batman à tout prix, quoi, d'avoir du contenu à apporter. Je pense que ça s'arrête à ça. Faut pas voir autre chose que. Mais comment ça se fait que ma caméra bug comme ça? Alors Attends, je vais attends, essayer de revenir. alors attendez mes amis, je vais regarder avec mon invité, je vais juste je vais te déconnecter, tu reviens, d'accord? D'accord. On va voir si ça fonctionne. Vous inquiétez pas, hein, c'est des petits bugs comme ça. Et bonsoir, donc Nico TV. Linus d'ici ne m'emballe pas vraiment sur l'univers de Gun, mais il y en a la plupart qui me titillent ma curiosité. Oui, ça je peux comprendre. MDR, c'est un fantôme vraiment trop fort. Oui, oui, ben voilà. C'était pas mal. J'avoue, je vais voir où il en est maintenant. Non, ça c'est moi. Bah alors. Qu'est-ce que j'ai. Ah non, mais ça, non, mais je suis pas dans le bon truc. Je vais voir pour mon invité. Donc Nico, toi tu n'es pas forcément... Ok, je comprends. Après, oui, il y a des projets qui peuvent être intéressants comme d'autres, pas forcément. Euh, Après, à voir comment ça va se dérouler. De toute façon, de toute manière, en fait, de toute manière, ça va se décider avec Superman de l'année prochaine, hein, du mois de juillet. Mais il y aura fort à faire car il y a de concurrence à côté. Hein, donc voilà, mais après, en fait, on va parler plus tard avec Joker Folia 2. En fait, ce qui se passe aussi, c'est simple. Joker Folia. On me met Street Non-Found à partir de ton lien. Alors, je dois te renvoyer un nouveau lien, c'est ça? Attends. Ah, c'est peut-être ça alors. Attends. Voilà, je gère un autre lien, je te l'envoie. Des aléas du direct, hein, mais c'est. Il y en a un peu partout. Ne vous inquiétez pas, comme dans toutes les émissions TV. Voilà. Je t'ai renvoyé le lien, mon cher. Ah, voilà. Ah, parfait. C'est bon, moi je te vois. Ok, je te vois aussi, je t'entends. Tip top. Ouais, alors qu'est-ce que tu disais? Donc, t'es emballé, t'es pas trop emballé? Enfin, t'es curieux? Je suis curieux, mais je vais pas me précipiter sur le truc. Enfin, moi, les animés, je suis pas le public pour, en fait, de base. Donc, Ouais, parce que j'ai décroché de les animés DC, mais ça fait un bail et j'ai du mal à m'y remettre maintenant. ok.
Le dernier truc de DC que j'ai vu en animé, c'était je te expliqué, je crois, c'est l'histoire Batman, mais retranscrit à l'époque de Jacques l'Éventreur. Ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien du tout. C'est un Batman, mais elle racontait à l'époque victorienne où en fait on voyait Bruce Wayne qui a la poursuite de Jacques l'Éventreur. En fait, il faisait de Jacques l'Éventreur un ennemi, bad guy, un super vilain de Batman. D'accord. C'était pas du tout un truc de voyage dans le temps, c'est comme si c'est une sorte de what if. Et si Batman se déroulait à l'époque de Jacques l'Éventreur, c'est ça. Ouais. Et après j'ai arrêté parce que le style me convenait pas. J'arrivais pas à accrocher, quoi. C'était une narration que je m'en foutais royalement, quoi. Osef. Du coup, j'ai Ok. vraiment arrêté le. D'accord. Ben ouais. D'accord, très bien. Alors, merci pour tes mots, mon cher Cyborgia. Et nous allons continuer. Alors, James Hawes, qui a réalisé un bon nombre de séries TV comme Penny Dreadful, Snowpiercer, Black Mirror ou Slow Horse, sera donc à la réalisation des 2 premiers épisodes de la série Lanterns. Il rejoint aussi la série en tant que producteur exécutif. De plus, on apprend que les 2 candidats pour le rôle de Jon Stewart, Aaron Pierre et Stephen James, sont toujours en plein test, mais nous devrions savoir lequel des deux l'a emporté incessamment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans le chat, ainsi que mon invité. Donc, je vais pas répéter tout le temps, mais voilà, comme je le dis, dans mon émission, j'interagis avec vous, le chat, et avec mon invité également. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, on répond. Si beau. Attendez voir juste 2 secondes. Tac. C'est Borgia, est-ce que tu m'entends? Alors, attendez voir les amis. Mais n'hésitez pas donc vous aussi à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et vous aussi, quand vous verrez le replay aussi sur YouTube, car voilà, ça sera accessible aux commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ceci. Lanterns, voilà, tout simplement. Alors, mon Thibaut, est-ce que tu es là? Ah, Allô? allô? Ouais, donc ma caméra a encore frisé, c'est ça? Oui, je viens de voir. Exactement. Attends, je t'ai renvoyé un nouveau lien, on va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà. On va voir ce que ça donne concernant ceci. Donc il l'a vu, c'est très bien. N'hésitez pas aussi à interagir dans le chat. Il n'y a aucun problème. Ça, ce sont les aléas du direct, mais cher. Faut pas vous inquiéter. Dans
tous les lives que vous voyez, que ça, sur Twitch ou ailleurs, il y a toujours comment dire, des petits soucis. Et là, pour autant qu'il y en ait. On va voir ce que ça donne. Donc ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant Lanterns. Après, je vais voir ce que mon cher invité en pense. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Et merci Miaro pour ton resub. Merci à toi. Salut Miaro, j'espère que tu vas bien. Alors. Je vais voir où est mon invité, je vais lui écrire. Et si ça te dit une fois Miaro, c'est vrai que j'y ai pensé, est-ce que ça te dirait par exemple que une fois tu reviennes aussi en tant qu'invité, parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas vu forcément mes anciennes émissions, donc c'est pour ça que je vous invite. Celles et ceux qui n'ont pas encore vu mon émission, je vous invite à voir sur YouTube, parce que sur YouTube il y a toutes mes rediffs. Et mon cher Miaro, modérateur ici sur Twitch, y était de temps en temps en tant qu'invité. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis, mon très cher, que si tu as envie de revenir une fois, ben on regarde et puis on fait des réglages, etc. Puis tu es le bienvenu en tout cas. Tu es le bienvenu. Ah, je vais voir ce que fait mon invité. Alors il m'a répondu I. Je sais pas ce que ça veut dire. Il faut pas t'inquiéter aussi. Il faut pas t'inquiéter, Miarou, aussi, parce que. Oui, pas de souci. Alors, oui, je peux faire. Ouais, pas de souci. En tout cas, aussi, si tu veux, ce qu'on peut faire aussi, c'est que tu me dises, par exemple, je sais pas si tu sais à peu près les horaires que tu as à l'avance. Donc, si jamais tu. Et puis après, moi, je peux prévoir aussi, hein. Il y a aucun souci pour ça. Mais c'est avec grand plaisir que tu reviennes. Alors. Donc, il est où là? Parce que si je t'envoie mais que t'es pas là, que tu te déconnectes, ça va pas jouer. Allô? Dis-moi déjà, Mulder, si tu m'entends. Et si oui, où est-ce que qu'est-ce que tu fais? Parce que je t'ai envoyé, tu réponds plus, puis je vois que t'es pas connecté, donc c'est ça les aléas du direct, hein, mes amis. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a les aléas du direct que forcément l'émission ne sera pas diffusée, rediffusée même, bien au contraire. Bon, alors, où es-tu? Que fais-tu? Alors, être en ligne à 3 minutes, c'est bien joli, mais sinon, moi je continue tout seul, hein. Qu'est-ce qui se passe?
Alors attention, il m'écrit. Est-ce que j'ai envoyé le bon truc? Oui, j'ai envoyé. Ma cam n'est plus détectée. Oh, c'est un problème de chez lui alors. D'accord, ok, je comprends mieux pourquoi. Essaye. Ah, je vais lui écrire. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va meubler un petit peu avant qu'ils me disent que tout est ok. J'espère que vous allez bien. Concernant justement les news, donc il y en a. Pardon, pardon. NCIS qui revient. Oui, ça c'est. Ouais, bah en plus c'est une news. Voilà, c'est pas mal ça. Non, 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 parce là je viens de voir que Catherine Hallow fait justement une petite annonce comme quoi la NCIS enquête spéciale va être renouvelée. Et pour une 22e saison. Ça c'est cool. Oui, non, je disais concernant ceci, j'espère en tout cas que donc vous êtes satisfait aussi niveau série, film. Dites-moi si vous avez des attentes prochainement, que ce soit au cinéma, série. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi, de mon côté? Oui, j'ai des attentes. J'ai des attentes. euh, Alors, j'avais des attentes pour Joker 2, après Joker Folie à 2, après ce que je vois ce qui est en train de se passer. Bah, je vais quand même aller le voir. Hein. Il faut quand même. C'est comme je l'ai dit souvent, les autres, même s'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas à interdire aux autres d'y aller. Bien au contraire, il faut que tout le monde puisse faire son propre avis, que ce soit film, série, etc. Euh, Après, à voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas me plaire? On verra bien. Euh, Sinon, il y a quoi? Bon, ben, Superman, là, vous connaissez ma réponse. Hein, Superman de 2025. Sachant que à partir d'aujourd'hui, je pense que la plupart de ceux que je connais ne sont pas là parce que eux, ils sont. Euh, Comment dire? Des Français que je connais, ils sont au Grand Rex parce qu'il y a la diffusion du documentaire Superman, l'histoire de Christopher Reeve. Et ce qu'a l'air de dire aussi de mes compères, il y a aussi au Grand Rex des rediffusions enfin des projections des films Superman avec lui, justement, avec Christopher Reeve. Enfin, euh, les films de Superman euh, dont Christopher Reeve tenait le rôle principal. Voilà. Et ça, donc le documentaire, je suis sûr et certain qu'il va faire succès. Beaucoup le disent non, il va pas faire succès, etc. Mais bien au contraire, moi je le sais que oui, parce que voilà, c'est pas n'importe qui. Et puis il faut pas oublier que même les jeunes d'aujourd'hui, j'entends beaucoup dire oui, mais en fait, les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas regarder ce que nous avons connu, etc. Eux, ils sont plus axés MCU machin. Alors ça, je peux vous dire déjà que c'est totalement faussé. Tout simplement parce qu'on le voit aussi avec YouTube actuellement, c'est que voilà, l'exemple typique c'est le roi lion. James Earl Jones, la voix originale donc de Mufasa, étant décédé il y a quelques semaines, et bien maintenant il y a beaucoup de jeunes même ou même des personnes de notre âge à peu près qui n'ont peut-être pas encore vu le film du roi lion et c'est possible. Et bien en fait beaucoup de personnes maintenant je vois sur YouTube qui font des movie reactions dessus. Et donc, qui ne connaissaient pas, et puis quand je vois en fait, leur réaction, on voit bien à la fin du film qu'ils sont un peu bouleversés, etc. Ils se disent, bah, franchement, c'est un beau film, pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Enfin, vous savez, c'est comme tous, hein, moi, nous n'avons pas tous les mêmes goûts en matière de cinéma. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, par exemple, moi, je déteste ces films d'horreur, peut-être qu'une fois je vais m'y mettre, mais voilà, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, chacun ses goûts et ses couleurs. Et voilà, j'ai pris l'exemple du Roi Lion. Il y en a plein d'autres. Hein. La trilogie Spider-Man est en train d'être fait en movie reaction pour certaines chaînes que j'ai vues, américaines, je crois, ou norvégiennes, etc. Mais je vois de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent, tout simplement parce qu'on a eu justement, quand je prends les exemples des Spider-Man, c'est avec No Way Home. No Way Home, bah voilà, les gens ils disent ouais, mais nous on connaît ça. Bah, tant mieux que si tu le connais, mais les jeunes d'aujourd'hui ne le connaissent pas et ça incite aussi de découvrir les anciennes incarnations. Et ça, c'est génial, je trouve, ce qui se passe en ce moment. Voilà. Euh,
Miaro, qu'est-ce qu'il me répond? Vu ce que j'ai lu, aucune chance que j'aille le voir. Bah tu vois, moi j'ai entendu aussi pas mal de mes compères. Une fois on a discuté entre nous et j'ai vu pas mal de choses. Et malheureusement, euh, en fait, il y a du bon et du moins bon. Mais après moi, toujours. C'est toujours le cas, hein. Si quelqu'un il critique à mort, je dis ben ça c'est génial qu'il critique à mort parce que moi ça va me donner envie de découvrir. C'est simple. Parce que on peut avoir un avis différent. Donc il faut pas se baser. Après, tu peux être d'accord avec la personne une fois que tu as vu le film, mais pas tant que tu n'as pas vu le film, tu vois. C'est pour ça que moi je me base pas de ce qui se passe pour aller voir ou pas. Moi si j'ai envie d'aller voir, si j'ai pas envie d'aller voir, enfin voilà, ça vient de moi et pas des autres, tu vois. Donc moi je pense que ce serait intéressant de découvrir que tout de même. Voilà. Alors, je vais voir ce que fait mon invité. Bah, j'ai essayé de meubler. Enfin, j'ai meublé. Mon invité qui me donne pas de nouvelles. J'espère que c'est pas inquiétant. Vous voyez, il y a 6 minutes, mais pas de réponse. Mulder, si tu es là, est-ce que tu peux faire un signe dans le chat, par exemple? Je sais pas. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais fais-moi un signe, pas que je reste comme ça dans. Ce serait sympa. Euh, mais après, on va en parler de Joker 2 plus tard. Enfin, plus tard, je veux dire, dans l'émission là. Hein, c'est le sujet suivant, d'ailleurs. Ah, juste la comédie musicale, aucune chance, je déteste ça. Alors, t'es pas le seul à l'avoir dit, hein. T'es pas le seul à le dire. T'es pas le seul à le dire, parce que je sais que t'es pas très chanson, hein. Je sais que je sais. Contrairement à moi, bien évidemment, mais après, ça veut pas dire que c'est parce que c'est une comédie musicale que ça va forcément m'intéresser. Moi, quand je regarde un film, peu importe quel genre c'est, il faut que ce soit bien écrit, voilà, que je puisse être embarqué. Si je ne suis pas embarqué, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, que fait mon invité? Toujours pas de réponse, je sais pas ce qu'il fait. Euh... Mulder, rappelle Mulder. Si tu es là, réponds-nous. Parce que je vois qu'il est déconnecté. Parce que si t'es déconnecté alors que je t'envoie des messages pour voir où tu en es, etc., c'est pas comme ça que ça va aller, hein. Bon, sinon, ce que je vais faire. Ah, je vois qu'il s'est connecté. Sinon, je continue. Parce que c'est vrai qu'on va pas rester. On va pas rester ainsi comme ça. Ah, tu crois qu'elle a lâché? Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, sa caméra a sûrement lâché, donc oui. Pas de souci si jamais tu restes dans le chat et puis moi je vais continuer ainsi. On regardera pour la prochaine fois aussi. Puis si tu veux, euh, un jour de semaine, si ça te dit, ben on fait le petit réglage, voir s'il y a un petit réglage à faire encore. Et puis voilà, puis n'hésite pas aussi, Miaru, si, ben, comme je t'ai dit, hein, si tu veux revenir en tant qu'invité, il n'y a aucun problème. Tu me dis, voilà, les horaires, etc. Enfin, et on organise ça et puis voilà. Bien, alors dans ce cas-là, nous allons continuer. Donc, oui, comme je le disais par rapport, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis là, par rapport à Lanterns, le fait que James Hawes est à la réalisation, qui va réaliser 2 épisodes de la série Lanterns, lui qui est connu pour avoir réalisé quelques épisodes de Penny Dreadful, Snowpiercer, Black Mirror ou encore Slow Horse. De plus, on apprend que les 2 candidats pour le rôle de Jon Stewart, Aaron Pierre et Stephen James, sont toujours en plein test, mais nous devrions savoir lequel des deux l'a emporté incessamment. Et
N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez concernant Lanterns, si ça vous intéresse. Moi déjà, alors ce que je peux en dire concernant concernant cette future série, hein, Lanterns, eh bien en fait, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Finalement, alors certes, j'aurais voulu voir ce projet en film, ça aurait été beau ça, mais pas en film d'animation, un film live action à préciser. Et concernant, est-ce que vous trouvez normal, vous, que au final, on annonce quelqu'un qui va réaliser 2 épisodes, mais pas le showrunner de la série? Parce que c'est vrai que d'habitude, quand on nous annonce une série, on cherche d'abord le showrunner, puis ensuite le compositeur de la série, compositeur de musique. C'est vrai le fait que si on a justement de compositeur de musique de série, le showrunner, pour tout ce qui est ça, oui, il n'y a pas de souci, Mulder, il n'y a pas de souci. Je suis dans ta room. Ah, ça devrait aller, Mulder? Euh, Cyborgia? Tu es là? Non, je t'entends pas. Ok, d'accord, ok. Je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends. Ok. Bon, c'est pas grave, Alors, on fera comme ça pour cette fois. on fait comme ça? Ouais, ouais, on fait comme ça pour cette fois, y a pas de souci. Vous inquiétez Euh, pas, allez. Bah, qu'est-ce que j'en pense sur la news des lanternes enfin Ouais. casté? Bah, pour moi, c'est très bon, ça veut dire que le projet est en route. Ah non, 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 attention, pas le casting. Là, on parle surtout concernant le fait qu'il y a quelqu'un qui va réaliser 2 épisodes. Oh, ça va, ça veut dire que le projet est en route, ils sont en train d'en réaliser les réals, hein. Je vais pas polémiquer dessus. Est-ce que tu es content de ce choix-là? Est-ce que tu n'es pas content de ce choix-là? Non, non, Ça non, prouve que parce le qu'en projet est fait, en marche, point. ce qui peut être intéressant, enfin, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est qu'on nous annonce quelqu'un pour réaliser justement 2 épisodes. Et pourquoi ne pas faire tout simplement enfin, comme on le sait au début, dans les séries, dans la plupart, enfin beaucoup de séries même, je dirais, à l'époque, quand on nous annonçait une série, on avait le showrunner déjà, hein, celui qui s'occupe, donc comme on sait, ben, le producteur, voilà. Et ensuite, compositeur de musique, etc. Enfin, que ça vienne comme ça. Puis là, en fait, on nous annonce le projet Lanterns, aucun showrunner. On regarde pour les acteurs, puis tout d'un coup on dit quelqu'un pour 2 épisodes. C'est pour ça que moi je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de trouver d'abord le showrunner? Parce que comme ça, la série déjà en plus en sécurité, je devrais dire comme ça, sécurité un petit peu, parce qu'on sait qu'au moins il y a quelqu'un à la barre. C'est pour ça en fait que moi j'avais cette question-là. Juste, tu crois pas que t'es en train de chipoter, là? Bah non, justement, un showrunner n'est pas un réalisateur de 2 épisodes, il s'occupe de toute la série. Ouais. Et là, on nous annonce quelqu'un que pour deux Ça, épisodes. ça veut dire juste que il y a un mec qui est chaud pour 2-3 épisodes, mais sans plus, quoi, qui veut pas superviser toute la série entière. Ouais. Ça se fait régulièrement, là, chaîne du câble, ça se fait régulièrement. Je pense qu'en fait, par exemple, il a fait 1 ou 2 épisodes de Brokeback Empire, on a vendu les Brokeback Empire comme étant sa série, mais non, il a fait juste qu'un épisode. Le showrunner, c'est Terrence Winters. Ouais. Ça se fait régulièrement, hein. C'est juste que là, là, le projet avance. Bon, bah, il y a des mecs, il y a des mecs qui s'engagent pour faire 1 ou 2 épisodes, mais sans plus. Normalement, c'est le scénariste qui devrait showrunner le truc. Normalement, hein, je dis bien normalement. Ouais, normalement, ouais, effectivement. Ça va se décider au moment où. Alors, non, dans les autres séries, là, je pense que c'est plutôt Network, effectivement. Ça se décide au moment du pilote, enfin, du moment de réaliser le premier épisode. Ouais.
Ça se décide à ce moment-là. Après, ils décident de savoir qui va superviser le restant. Donc, ça veut juste dire que là, ils sont en train de trouver les mecs pour faire l'équipe. Maintenant, c'est le moment, sur le tas, au moment où ça va être lancé, c'est là que toute cette équipe-là va décider qui supervise le truc. Ok. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Ah, pourquoi pas. Bah, c'est vrai que c'est un projet très attendu. Euh, Et toi, par exemple, c'est juste comme ça, mais est-ce que tu aurais préféré ce projet en film ou c'est bien que ce soit en série au final? J'attends de voir la série pour me faire une idée parce que il y a des. Enfin, moi, par exemple, il y a des tas de séries qui durent 12 ou 14 épisodes qui sont lancées comme séries en fait sur Netflix ou sur HBO. Et moi, ce qui fait marrer, c'est que je viens de voir Night Agent là, il y a pas longtemps, et je me suis dit, mais le pitch du truc, ça tient sur un film. Hein. Il y a juste deux, trois trucs, deux, trois histoires. En fait, ils auraient carrément pu les éliminer, ça ferait un film de 2h30. Ouais. Et et pour Lanterns, en fait, ça le souci, c'est que pour Lanterns, c'est que savoir l'histoire qu'ils vont raconter, parce qu'ils peuvent très bien le faire en suivant le fait de l'histoire à raconter sur Lanterns, ils pourraient très bien tenir sur un film, mais la matière du comics est suffisamment riche pour te dire une série. Et bon, on parle quand même de 30 ans de comics. Hein. Donc savoir sous quel angle, avec quelle histoire, ils vont raconter la série. Ok, parfait. Bah, alors, merci pour ces mots, mon cher Cyborgien. Et puis encore désolé aussi à ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent pourquoi il y a un écran comme ça. C'est tout simplement parce que mon invité a eu un problème de caméra. Mais vous inquiétez pas, tout sera réglé pour la semaine prochaine. Mais comme vous le savez, dans toute émission, que ce soit sur Twitch, à la télé, etc., il y a toujours des aléas du direct. C'est tout à fait normal. Et continuons. Après des premiers. Alors, donc, c'est lui, ce que je vous ai dit avant, James Hawes. Et donc, voilà, nous arrivons au sujet qui fâche un petit peu. Après des premières critiques beaucoup plus négatives que celles du premier film, pour le moment, à 33% du Rotten Tomatoes, la suite fait tout aussi moins bien au box-office. Il s'avère que le film n'aura même pas atteint les 40 millions annoncés dimanche dernier. Des nouveaux chiffres sont de 37,8 millions. C'est moins que ce que le premier opus avait fait en un jour avec ses 96 millions et c'est même moins que ce Morbius avait fait durant son premier week-end et encore moins encore que celui de The Flash l'année dernière. C'est dire. Le film devrait générer au film 450 millions de dollars selon Variety pour être rentable, une somme qui semble déjà impossible à atteindre au vu du bouche à oreille particulièrement négatif. Si le film arrive à toucher les 270 millions de The Flash, ce serait déjà très bien. Tout ceci découle d'une réception plus que négative, en effet, et c'est une première pour une adaptation de comics. Joker Folia 2 a obtenu un cinéma score, note recueillie en sortie de salle aux États-Unis, de D. Le premier avait obtenu un B+. Un nouveau coup dur pour Warner qui aurait dépensé près de 200 millions de dollars pour ce deuxième volet. Donc le réalisateur réfute ce montant, mais toute la presse américaine le maintient, bien évidemment. De plus, contrairement au premier film, il ne s'agissait pas d'une coproduction. Warner est donc le seul financeur derrière le film. Peut-être la preuve que parfois il vaut mieux accepter que certaines choses ne peuvent être reproduites. Alors, à vous dans le chat, mon invité. Euh, alors déjà, est-ce que vous avez été voir le film? Ce n'est pas encore mon cas, mais je regarde d'ailleurs pour le faire, puisque j'ai déjà préparé ma miniature. Donc voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que... C'est quand même un film que je vais regarder. Et selon vous, si même par exemple les personnes dans le chat, mon invité qui a peut-être vu, est-ce que selon vous ça méritait une suite? À toi. Pour moi, non. Enfin, moi, le problème en fait que j'ai avec Joker 2, c'est que le premier film se suffisait amplement en lui-même. Je rejoins ce groupe de spectateurs-là. Dans le sens où, bah oui, le film se clôt, l'histoire n'appelait pas de suite, quoi, tout simplement.
Mais après, moi, je me marre depuis une semaine quand je vois la réaction de beaucoup qui sont en mode panique sévère parce que le film réunit. Enfin, tout le monde parlait c'est sûr, à coup sûr, le cadeau, ça devrait être le gros carton chez Warner, sans discussion, le premier à bien marché. Je vois pas pourquoi ce serait pas pareil pour le deuxième. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les arguments que beaucoup de personnes en fait mettaient ça en argument valable, personne n'a tiqué sur le fait que les arguments en question, genre le parti pris comédie musicale, Lady Gaga en Harley Quinn, le fait que ce soit un numéro 2, une suite qui ne s'imposait pas, euh, personne n'a percuté comme quoi ce serait des arguments contre-productifs. Personne. Personne n'a tilté que le fait que ce soit une comédie musicale, ça rebuterait pas mal de gens. Personne. Parce que c'est l'argument qu'on a quand même. Hein. Ouais. C'est l'argument de beaucoup de personnes. Et en plus, une comédie musicale, ça m'intéresse pas. Personne. Le côté parti pris du, on fait un truc à rebrousse-poil, on fait un truc, on essaye de faire une proposition cinématographique, mais c'est pas ça que les gens cherchent. On a voir surtout du comic book movie, comme bordel. Mhm. C'est ça qui me fascine, moi. Il y a une sorte de remise. Il y a tout le monde, le large public, le public enfin lambda, random, va au cinéma pour se changer les idées, c'est un divertissement. Pourquoi vous allez, pourquoi vous mettez en tête que on va au cinéma pour avoir une expérience cinéma, pour avoir une proposition de cinéma? Mais non, 95% dans le monde, les gens vont au cinéma pour se divertir, pour chercher une popcorn movie. C'est peut-être dur à entendre pour certains, mais c'est le cas. Là, c'est la durée de la vie. C'est pour ça que les Megalopolis, ça flop. C'est pour ça que Martin Scorsese, ça flop. C'est pour ça que les films dits auteurs flop. Parce que les gens sont dans une humeur en ce moment, c'est instable, hein, actuellement, en société. On cherche dans le cinéma du popcorn movie pour se détendre. Ouais. Joker 2 ne respectait pas ça, n'avait pas ce contrat-là. Donc forcément, oui, ça se plante. Mhm. Ah oui, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais c'est le cas. Qu'on n'aille pas me dire que mais non, il va te réévaluer avec le temps. Avec le temps. Les films sont devenus cultes avec le temps parce que tu avais le circuit du vidéoclub. Les gens s'échangeaient, discutaient des films. C'était souvent diffusé à la télévision. C'est pour ça que c'est devenu vachement culte. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est le streaming. Joker 2, ça ne correspond pas à ce qu'on attend des films en streaming. Mhm. C'est dur à entendre, mais il y a une mur d'arrêter. Va falloir que les cinéphiles acceptent ça. Ok, très bien, merci. Et toi, est-ce que tu l'as vu? Moi non, il m'intéresse pas des masses non plus. Le premier, moi, je l'ai vu en rattrapage sur cinéma première ou je sais pas quoi. Mais vraiment en total rattrapage parce qu'on en parle. Il y avait la hype surtout, le fait Ouais. qu'il était récompensé aux Oscars et tout ça qui faisait que ouais, ça m'intéressait. Mais de là, franchement, les parties pris, la bonne annonce, ça m'intéressait pas du tout. Mais je comprends amplement pourquoi ça rebute les gens. Oui. Je comprends parfaitement. Et le fait que beaucoup de personnes sont allées le voir et maintenant sont super gênées que oh non, mais les gens sont pas curieux, quoi. Ça vous gêne vraiment, les comédies musicales? Oui, ça me gêne vraiment. Hmm. Les gens vont pas au cinéma pour les mêmes raisons. Bah oui, je comprends. Très bien. Eh bien, merci à toi. Continuons. Logan Kim, qui a interprété le personnage de Podcast dans les deux premiers volets de la saga SOS Fantôme, aurait été choisi par Marvel Studios pour incarner Amadeus Cho dans le MCU. À ce stade, on ignore encore dans quel projet il pourrait apparaître, mais cette sélection précoce suggère une possible introduction du personnage dans l'une des productions de phase 6 ou 7 du Marvel Cinematic Universe, ou bien dans un projet très prochain, par exemple Captain America Brave New World, le film Thunderbolts. Dans les comics, Amadeus Cho est un jeune américain d'origine coréenne qui développe des pouvoirs similaires à ceux de Bruce Banner, après avoir été exposé à des rayons gamma. Contrairement à Banner, Cho aurait un contrôle total sur ses capacités, à l'image de Smart Hulk. Et vous, chat, mon invité, dans quel programme souhaiteriez-vous le voir et si vous êtes satisfait de ce casting car ce nom est apparu et à l'heure où on en parle, c'est en négociation.
En première vue, totalement satisfait du casting, hein, il n'y a pas de souci à avoir. Non, non, mais j'attends que. Euh, je ne jouerai pas au jeu de dans quel film à la E qu'on pourrait le voir. On a vu avec Mark Ruffalo qu'il pouvait l'incruster dans n'importe quel film. Genre, on l'a vu dans Avenger 2, il était proche de Tony Stark, donc du coup, on l'a vu en 23. On a pu le voir aussi dans Thor 3, donc il n'y a pas de souci à se faire. J'attends de la manière show que Marvel en fait le fasse circuler pour qu'il fasse partie du MCU. J'attends juste ça, que ce soit lui l'un des. Ah bah à la limite, il y a la rumeur du World War Hulk. Donc à la limite, ça pourrait être lui le fil conducteur de World War Hulk. Donc à la limite, Oui. ça pourrait être ça. Mais là, j'essaye de pas trop me fantaiser à mort pour éviter les déçus. À mon avis, ils vont le faire apparaître pas dans tous les films, dans un ou deux projets, mais vraiment genre de façon aléatoire et pas vraiment et sans qu'il y ait de cohérence pour qu'on soit tout le temps surpris, pour qu'il puisse dévoiler une facette singulière à chaque fois. Ouais. Je pense que ça pourrait être ça. Ok. Après, ne t'inquiète pas, hein, quand tu dis que tu as peur de fan théoriser, on peut se permettre d'avoir des spéculations, hein. Et c'est ça d'ailleurs ce qui fait le charme de tout projet cinématographique avant la sortie du cinéma. C'est que même à l'époque, nous, ce que nous aimions, c'est une fois que tu avais la bande-annonce, qui ne dévoilait pas énormément, on se disait, bah tiens, on peut imaginer ceci, on peut imaginer cela. Enfin, voilà pourquoi. Enfin, on avait le suspense et donc nous, dès qu'on allait aux salles de ciné, ben, on allait avec la surprise, quoi. Tu vois, c'est pour ça. Bah là, vu qu'il est jeune, dans le prochain Spider-Man, il pourrait le faire. En tant que jeune qui s'est découvert des super pouvoirs, ça pourrait le faire. Dans Young Avengers, ça pourrait aussi le faire. Je sais pas du tout. Bah tiens, je sais pas du tout si Amadeus Cho est apparu dans les comics Young Avengers, ça pourrait faire aussi. Peut-être dans un Black Panther, en tant que jeune surdoué. On a eu Ray Williams, le futur Runner, donc pourquoi pas lui aussi. Ouais. Donc après, c'est comme t'as qu'un projet qui était vraiment acté. Là, pour le moment, on a que 2-3 projets hein, dessus. La Captain America. Dans la ville Van Halen, ça pourrait le faire aussi. Mais là, c'est fini de tourner, donc c'est plus possible. Enfin, dans la saison 2, ce serait peut-être possible. La saison 2. Ouais, à voir. Moi, je m'attends vraiment à ce qu'ils essayent de multiplier les apparitions du mec, histoire de multiplier les êtres super-héroïques. J'ai l'impression qu'ils comptent faire ça pour les prochaines phases. Multiplier les êtres super-héroïques pour vraiment faire une galerie énorme. Parce qu'il y a tous les super-héros, tous les personnages ne sont pas destinés à devenir des rôles titres, quoi. Tout le monde n'a pas le potentiel d'un Luke Cage ou d'un Daredevil. Il y a énormément, beaucoup de super-héros qui sont là juste pour la figuration. Juste ça veut dire que dans cet univers-là, il y a beaucoup de personnages avec des super-pouvoirs. C'est juste pour ça. Mhm. Ok, très bien. Eh bien, merci pour ces mots-là. Et maintenant, une news qui va peut-être ravir certaines personnes que je sais dans le chat ou même mon invité, sûrement. Car au départ, effectivement, on parlait énormément de rumeurs sur ce personnage. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir une concrétisation. Nous attendons les. Alors, parce que c'est un projet qui avance. Et oui, à petits pas et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et je veux parler bien sûr de ceci. En 2021, Andrew Garfield crée l'événement en reprenant son rôle de Peter Parker dans le film Spider-Man No Way Home. Un retour qui était très attendu du public, à l'inverse de Tobey Maguire avant lui ou Tom Holland aujourd'hui. Il n'avait pas eu la chance de voir sa saga se poursuivre pour conclure parfaitement l'arc de son personnage. Et visiblement 3 ans après ce caméo très émouvant, la scène du sauvetage avec Zendaya, l'acteur continue de penser à son alter ego. Toujours frustré d'avoir vu Sony annuler la production de The Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield s'avoue prêt à renfiler son costume pour une nouvelle aventure solo. Revenir, donc je cite, revenir au cinéma en tant que Peter Parker, bien sûr, je le ferai à 100%.
Donc il s'est exprimé envers Esquire. Il faut que ce soit pour la bonne raison. Si cela apporte quelque chose, s'il y a un excellent concept derrière, quelque chose qui n'a pas encore été fait. Cela doit être unique, sortir de l'ordinaire et très excitant. Et donc, ça tombe bien pour Sony, car Sony semble justement enfin prêt à tenter des choses. Après nous avoir offert quelques erreurs de parcours aussi nanardesques que vin et plat, si je prends l'exemple Morbius, Madame Web, le studio a lancé la production de Spider Noir, une série live-action avec Nicolas Cage, adapté des films d'animation Across the Spider-Verse et à destination de Prime Video. Pour l'heure, on ne sait pas si le studio entendra le message, mais Andrew Garfield ne cache pas que même à 41 ans, il reste attaché à ce héros. Je cite, « J'aime ce personnage qui apporte tant de joie, et si je peux apporter de la joie, alors ça me rend heureux. » Et j'aimerais vous entendre réagir concernant cette news-ci, aussi bien le chat que mon invité. Sur Andrew Garfield, les retours. C'est que- Je suis désolé, mais Andrew Garfield, en fait, j'ai jamais. Je suis encore braqué à un genre où je connais les coulisses. J'ai suivi les coulisses, en fait, à l'époque de la production du premier Amazing Spider-Man numéro 1. Je suis braqué parce qu'en fait, Amazing Spider-Man numéro 1, donc cette franchise-là avec Andrew Garfield, elle existe uniquement parce que Sony a viré Sam Raimi. Je regrette, mais Sony a viré Sam Raimi pour ne pas qu'il puisse faire son Spider-Man 4, parce qu'il avait trop d'exigences par rapport à Spider-Man 4, vu le succès mitigé du 3. Donc, à mes yeux, en fait, The Amazing Spider-Man n'aurait jamais dû exister. Donc, Andrew Garfield, j'ai du mal à le voir encore en Peter Parker. Donc, s'il y a des fans du mec, tant mieux pour vous. Parce que je sais que je sais très bien que il y a, j'ai vu No Way Home, le délire que ça a fait quand Andrew Garfield a réapparu en Spider-Man. Donc, je sais qu'il y a un culte autour de Peter Parker en version Andrew Garfield. Je sais ça. Sauf que moi, j'en fais pas partie. Moi, c'est Tobey Maguire à jamais. Et après, en seconde position, il y a Tom Holland. Donc, mais Andrew Garfield, j'arrive pas. Pour moi, j'arrive pas à le voir parce que il fait trop petit con dans le rôle de Peter Parker. Ouais, par C'est contre, trop Spider-Man, il est génial. Bah, enfin, ça déteint quoi. Enfin, le Ouais. problème le problème du truc, c'est que, il y a une scène qui est emblématiquement, enfin, il y a déjà le mec, il est introduit, c'est le petit con qui fait du skateboard dans le lycée, mais avant d'être piqué par une araignée. En plus, ça rien. C'est out of character quand tu connais Peter Parker, quand tu connais le comics. Peter Parker, introverti, n'aurait jamais fait ça avant sa piqûre d'araignée. Il le fait avant sa piqûre d'araignée. Genre, il fout une branlée à des joueurs de basket. Je crois qu'il y a Flash Thompson qui est dedans, dans cette scène-là, d'ailleurs. Et ah ouais, là c'est emblématique à ce sujet-là, c'est quand. Donc, il est invité dans un repas de famille avec la famille Stacy. Donc, il y a Gwen à côté et il y a donc le Captain Stacy de l'autre. Et ouvertement, il critique le paternel dans sa maison, à côté de sa fille. Ouais. Je dis, mais qui fait ça? Qui fait ça? T'es invité quelque part, tu respectes le père, minimum. Ouais. Et là, il est en train d'insulter le mec, mais en train de lui reprocher des trucs sur Spider-Man. Alors, d'un côté, il est en train de se griller parce que si jamais le capitaine Stacy il a un petit peu du jeu. Pourquoi tu défends Spider-Man? T'aurais pas un truc avec lui par hasard? Donc il est en train de se griller. Et secondo, mais chez lui, mec, pourquoi est-ce qu'il accepte un morphe pareil? Alors que Peter Parker, dans le comics, n'aurait jamais fait ça. Il mérite des baffes à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à avoir Andrew Garfield encore maintenant en tant que Peter Parker. Mais je peux comprendre que, bon, bah voilà, vous avez découvert très jeune au cinéma, donc pour vous, vous acceptez parce qu'il y a des comportements, des aptitudes que Andrew Garfield a en tant que Spider-Man, oui, effectivement, qui viennent des comics. Ça, je peux pas. Le côté arrogant du mec quand il est en Spider-Man, oui, effectivement, ça vient du comics. Hein. Spider-Man est comme ça dans le comics. C'est ce qui manquait tant dans Tommy Maguire quand il faisait Spider-Man. Ouais. Donc moi, ce qu'il dit Andrew Garfield, je m'en fous, mais réellement penser. Désolé. Ok, non, mais t'as le droit. T'as le droit. Pas de soucis.
Tu as totalement le droit. Après, c'est comme je dis, hein, chacun a ses goûts et ses couleurs. Il y a des gens voilà, qui préfèrent Tom Holland, d'autres Tobey Maguire, d'autres Andrew Garfield. Moi, je peux dire que j'ai vu les trois versions au cinéma. Mon préféré restera jamais Tobey Maguire, mais après, voilà, il y a eu Andrew Garfield. Je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Euh, et franchement, je trouve qu'il mérite aussi d'avoir sa conclusion. La conclusion, tout simplement. Euh, voilà, et c'est vrai que s'il y a une conclusion, alors comme je vois beaucoup de fans qui sont en train de théoriser, ouais, mais il peut y avoir Venom, ben il faut que vous oubliez ça, les gars, hein. En principe, Venom n'y sera même pas si on fait un Amazing Spider-Man 3 parce que ça fait sinon écho à la trilogie précédente, et donc ça, c'est pas une bonne idée de faire ça ainsi. Bien, c'est parti. Ce pro. Je suis là, je suis pas là. Oui, je suis là. Ce premier week-end d'octobre a eu lieu le Los Angeles Comic Con, auquel Ewan McGregor et Hayden Christensen étaient invités. Durant un panel avec une saison 2 à la série Obi-Wan Kenobi évoquée, mais avec plus de concret cette fois-ci. En effet, on savait qu'Ewan McGregor était chaud bouillant pour reprendre son rôle. Mais il a également confirmé lors de cette rencontre que Lucasfilm était bel et bien en train d'explorer de potentielles idées pour une seconde saison. L'acteur ajoute également qu'il aimerait beaucoup avoir l'opportunité de porter l'armure d'Obi-Wan de The Clone Wars, la série animée. Des flashbacks en vue potentiellement. Ces déclarations confirment une précédente rumeur indiquant que Lucasfilm avait plusieurs projets encore non annoncés en cours de développement, histoire de faire des annonces sur des choses concrètes plutôt que de mettre sous le tapis d'innombrables projets annoncés en grande pompe. Alors juste avant que mon invité réagisse, c'est vrai que moi si je pouvais dire quelques mots dessus, ce serait tout simplement que oui, ce serait bien. J'entends beaucoup des détracteurs qui disent non, on ne veut pas de saison 2 d'Obi-Wan. Le problème c'est que si on... c'est pour n'importe quelle série, hein, si les fans commencent à dire non, on veut pas que ça continue, etc., ben, au final, les séries, à quoi servent-elles? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme par exemple, je prends l'exemple typique, si je prends par exemple des films, c'est Harry Potter. Là, on nous annonce une série reboot et un univers des animaux fantastiques qui reste totalement figé avec ces trois films alors qu'il y aurait dû avoir 15, 5, 6 films en tout. Donc, et tout ça à cause aussi de certains fans. Puis voilà, donc ça veut dire que ouais, on arrête, etc. Donc, à un moment donné, moi je me dis, si même Evan McGregor et tout, moi je trouve que ça serait bien. D'ailleurs, lui-même avait cité que si on pouvait arriver euh, jusqu'à la rencontre, la vraie rencontre qu'on voit dans Un Nouvel Espoir, qu'il ait les cheveux blancs, etc. Enfin voilà, que ça termine là-dessus après avoir. Mais dans tous les cas, moi je laisse une chance à cette idée. Je ne suis pas contre. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez. Et je vais laisser la parole à mon invité. Bah, moi, je suis pour. Mais oui, je te soutiens dans ce truc-là. Oui, mais si on écoute les fans, on fait plus rien. Effectivement, c'est le cas. Je suis sur trois trucs en même temps. Star Trek, Star Wars et Marvel. Si on écoute les fans, on fait plus rien. Parce que si on écoute les fans, Marvel, ce sera arrêté avec Endgame. Point, il n'y aura plus de film après. Si on écoute les fans Star Trek, il n'y aura plus de film après le 3 ou 4e, alors que ils en sont à leur 10e ou 14e film. Si on écoute les fans, et même si on connaît les cinéphiles en général, on fait plus de films du tout, en fait. Mais vraiment, genre le cinéma est mort dans les années 80. Après, c'est une citation que j'ai de copains cinéphiles de la médiathèque que j'étais à la fac. Et le cinéma est mort dans les années 80, c'est maintenant tout ce qui sort maintenant, ce sont juste des machins pour vendre des jouets. C'est littéralement ça qu'un prof en histoire, enfin un prof d'histoire du cinéma, a dit en cours en fait. Quand on lui disait non mais attends, le dernier Spielberg là, c'est juste un machin pour vendre des jouets ça. C'est juste voilà, à partir des années 80, il y a une immense merchandising qui s'est développée et tout ce qu'a retenu beaucoup de cinéphiles de cette époque-là, c'est ça. C'est-à-dire que le film n'est pas assez bon, il faut vendre des jouets après. Donc Ouais. du coup, merci pour Indiana Jones et merci pour tous les trucs qu'on sort maintenant, quoi. C'est juste des machins pour vendre des jouets, c'est plus du cinéma. Merci pour Scorsese, hein, et merci pour Megalopolis. Très bien.
Mais ouais, donc t'es d'accord avec ce que je dis, en fait, c'est ça? Ouais, totalement. Non, mais je suis. Bah, c'est. Je suis dans une posture la messe est dite le jour à sortie du film. Ça ne sert à rien de fantaisier, de discuter, de débattre des plombes sur l'importance que devrait prendre le truc. On l'a vu ça, le Joker, là, Joker 2, là, à l'instant, là, tout le monde a été C'est en ça. train de fantaisiser sur euh, que quand le Joker 2 va marcher, est-ce que James Gunn va pas être dans la palade? Là, c'est le contraire qui se passe, vu que Mhm. normalement, il n'y a pas de 3, et que ce que Joker 2 acte, en fait, c'est le fait que, bon, bah voilà, le public a accepté le fait que c'était juste un what if, que c'était juste un one shot, et donc le 2, à la limite, n'existe pas. Donc, du coup, bah, James Gunn, il peut continuer son truc sans problème. Le truc qui va se passer, c'est maintenant, parce que c'est pour The Batman, mais pour le Joker, c'est bon, c'est clôturé là. Donc, oui, pour Obi-Wan Kenobi, j'attends juste de voir les idées que va développer cette saison 2. Ouais, c'est parfait. Puis surtout que, bon, on peut spoiler, hein, on voit ce qu'on a vu, hein. Mais avec ce qui s'est passé, ah, ou alors peut-être pas. Non, on va éviter. Tu parles de la saison 1? Ouais, Bah, ouais, on en va gros, éviter de cette spoiler parce que dans certains qui veulent dans la découvrir Star saison, Wars, disons, je connais des gens voilà, qui veulent découvrir Star Wars de mon entourage. Donc, s'ils regardent mon émission, je vais essayer de pas spoiler. dans la saison 1, dans la saison 1, on dit pas juste que je veux dire que ça se déroule entre le 3 et le 4 et on sait à peu près ce qu'a fait donc Obi-Wan entre le 3 et le 4. Voilà, c'est un truc qu'on Voilà, c'est pouvait ça. deviner. Mais après, entre nous, alors justement, comme j'ai dit, je vais pas spoiler, mais avec ce qui se passe à la fin, on veut découvrir ça. T'es d'accord? Oui, Voilà. bah, ce serait intéressant. Disons qu'il y a matière, ça ouvre une porte sur un avenir où il y a matière à développement. Ouais. Très bien, parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis que tu es tout à fait d'accord avec moi, si on écoute les fans, enfin si les gens écoutent les fans, ils font plus rien. Bah c'est ça, c'est que si tu restes sur un univers même pas terminé, au bout d'un moment, ben ton projet tu le mets à côté et c'est pas cool. Parce qu'à ce moment-là, même la série, on va se dire mais pourquoi elle existe alors que finalement ils n'ont pas été jusqu'au bout. C'est tout simple. Bien. Merci à toi pour ces mots-là. Et bonsoir à toi, Nicolas. Pour moi, la saison 1 n'a aucun sens. C'est pas ouf, surtout en termes de réel avec des faux raccords, etc. Bon, il y a pas mal. Il y a des choses bien et des choses pas cool non plus. Hein, parce que je l'avais vu aussi cette série. Mais après, pour en dire non, on en termine là. Non, pas du tout. Parce que ça laisse sur un cliffhanger. Et après, ben, c'est comme pour The Acolyte. Hein, tu vas jusqu'au bout. Parce qu'après, ça fait un peu genre Harry Potter. On fait un reboot et on laisse les animaux fantastiques de côté alors que c'est un univers riche. Enfin voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi je laisse sa chance pour Obi-Wan saison 2 parce qu'à ce moment-là, oui, effectivement, s'il y a une suite, je veux qu'il y ait une suite, mais cette fois une bonne suite. Donc on verra bien ce que ça va donner. On ne vous apprend rien en disant que John Williams est une légende de la musique du film. Star Wars, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Superman, on ne compte plus les films cultes qui lui doivent leur thème intemporel. Disney Plus diffusera à partir du 1er novembre un documentaire qui lui est dédié, à savoir Music by John Williams. D'ailleurs, je précise tout de suite que je fais ma reaction trailer de ceci et je peux vous dire que moi j'adore. Donc, de toute manière, pour celles et ceux qui regardent aussi en replay, le lien de la bande-annonce de ce documentaire sera aussi dans ma description. Parmi les intervenants, nous retrouverons du très beau monde avec le maestro en personne, mais également les réalisateurs avec qui il a collaboré. George Lucas, Steven Spielberg, J.J. Abrams ou encore Ron Howard. N'hésitez pas à me dire à vous ce que vous en pensez concernant ce documentaire. Moi, je vais rien dire puisque effectivement vous le verrez lors de ma reaction trailer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore et j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Et oui, donc le 1er novembre, si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cela et aussi qu'avez-vous à dire sur ce maestro, cet homme, cet extraterrestre. Bah, c'est un génie. Non.
Eh, oh. Ah, on parle d'un mec qui est quand même responsable, enfin pas responsable, mais qui nous a quand même donné les meilleurs BO du monde à lui tout seul. Don la mer et Indiana Jones Star Wars. Je veux dire, sans lui, toute cette saga ne serait rien. Enfin, c'est Schiller ne serait rien. Donc on ne peut pas. Tu veux que je chipote sur lui, genre, il a raté une ou deux notes, il y a eu un moment d'accalmie, il y a eu un moment, il s'est pas trop foulé à ce moment-là. Non, du tout. Même Harry Potter, c'est lui, je crois. La trilogie, oui. Ouais, bah c'est lui qui a fait le thème principal, qui tout le monde lui dit merci. Mais sa collaboration avec Spielberg, elle a été super fructueuse. Ça nous a offert la meilleure musique du monde. Ouais. Donc c'est un mec qui c'est comme Ennio Morricone ou c'est comme je sais pas, il y a des mots les moments peut-être Alan Silvestri, Michael Hans Kamen qui sont Zimmer. trop Ouais. Hans Zimmer par exemple qui sont très très sous-estimés. John Williams il y a aussi Basil Poledouris. Voilà, ce sont des noms en fait que John Williams il est au-dessus. C'est le GOAT. C'est du en personne. C'est quand même voilà minimum. Ouais. C'est le mec qui a bercé, qui a fait démarrer, qui a bercé en fait l'enfance des cinéphiles. Moi, je suis cadra, j'ai plus de 40 ans, donc voilà, il a bercé il a bercé mon enfance, toi. Avec le Dents de la Mer. Mais le Dents de la Mer, je me regarde en boucle, mais sa musique, elle est indissociable. Mhm. Indiana Jones, Et je c'est sais pas grâce à si tu l'as Miltem. vu, justement, cette bande-annonce, mais si jamais tu l'as pas vu, moi, je t'envoie le lien en privé et puis comme ça, tu peux découvrir. Allô? Allô, oui. J'attendais que tu m'envoies le lien, tu vas pas. Ah, maintenant, tu veux dire? Ouais. Ah, mais je pensais après l'émission. Ah, d'accord. Comme ça, oui, oui, comme ça on va avancer aussi, etc. Mais si tu veux justement après l'émission, je t'envoie le lien. Ok. Non, mais tu verras, c'est trop génial. Et alors, je vais voir, donc, effectivement, bah, moi aussi, ça a bercé, puis d'ailleurs, ça berce toute génération, hein. Les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent des films que nous avions connus il y a de très longtemps, quand on les voit, ben, franchement, enfin, eux, ils retiennent la musique, et n'oublions pas que la musique, c'est aussi un acteur du film. Nicolas, en tout cas, John Williams, très grand compositeur du cinéma, et d'ailleurs, je dirais même le plus grand, avec Ennio Morricone, car il existe justement euh, un classement officiel des plus grands compositeurs de musique de film. Et en fait, John Williams est deuxième derrière Ennio Morricone. Il doit être à la 10e place, je crois, en timer, quelque chose comme ça. Il me semble que j'avais vu ça, en tout cas. Et après, oui, effectivement, John Williams est deuxième. Donc voilà, il n'y a pas à chipoter plus loin. Ah, c'est vrai que certains ils disent ouais, Hans Zimmer c'est le GOAT, etc. Alors il y a certaines musiques où effectivement il met sa pierre à l'édifice, mais pas tout. Voilà, c'est comme tout en principe compositeur, mais parmi les plus grands, comme je vous ai cité avant, Ennio Morricone, John Williams. Après, c'est d'ailleurs, je vais poser ces questions cela, et puis n'hésitez pas à répondre aussi dans le chat, mais je vais poser ces questions à mon invité. Est-ce que vous pensez qu'après la disparition, parce que n'oublions pas qu'il a 93 ans, hein, 93 ans, John Williams, après la disparition d'Ennio Morricone, qui était justement pour les Western Spaghetti, John Williams par la suite, est-ce que nous aurons en fait des compositeurs, des grands compositeurs à venir? Car c'est vrai que depuis ces derniers temps, en tout cas, les musiques, bon, déjà la plupart, même que de ce que j'avais écouté, puisque j'adore ça, ne restent pas aussi puissants et dans le temps. En fait, contrairement à ces personnes que je vous ai citées, ce grand homme qui est John Williams, Ennio Morricone, etc. C'est le risque, en fait, mais c'est là pour tout, hein. C'est là pour tout. Je veux dire, quand tu prends les réals, quand tu prends les acteurs,
peux me demander qu'est-ce qui va rester là maintenant. C'est pour ça que je suis très chagrin de voir le public cinéphile qui reste dans une espèce de nostalgie, enfin, cristallise une période où, selon eux, le cinéma était à son plus fort et veulent à tout prix rester dans cette époque-là. Ce n'est pas possible, il y a trop de changements. Je dirais, plus revenir à l'état des années 80 ou 70, c'est pas possible, ça c'est fini. Ouais. Et en 2000, tu as eu un truc qui s'appelle le 11 septembre qui est passé par là, et donc du coup, ça a ouvert les yeux pour pas mal de monde sur l'état actuel. Donc c'est plus possible de revenir à l'insouciance des années 70 ou 80. C'est plus possible. Les présidents ont changé, donc c'est plus possible. D'avoir le même état d'esprit quand tu es spectateur, c'est plus possible. Donc il faut prendre en compte, en fait, il faut essayer de voir, de saisir, en fait, qu'est-ce que... Non, c'est comme ça que je regarde les films maintenant. C'est essayer de saisir, en fait, pour quelles raisons les gens prennent du plaisir à aller au cinéma, maintenant, à l'instant. Et plus de savoir, alors, est-ce que le film vaut le coup ou pas. Essayer de déterminer à quoi correspond le film. S'il correspond au dogme des années 80 ou 70. Bah, ça veut dire que le film est en décalage totalement. Par contre, c'est de comprendre l'ère du temps et donc de prendre un film tel qu'il est, tel que production de son temps, et de l'apprécier comme ça, et donc de s'amuser avec les gens autour de toi. Là, c'était intéressant. Là, ça t'ouvre les yeux. Parce que du coup, le plaisir que tu prends, ça fait partie d'un travail de recherche. C'est comme ça que je m'y prends, moi, pour prendre du plaisir à voir un film maintenant. C'est pour ça que je demande beaucoup de gens qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. C'est peut-être parce que peut-être parce que je fais des chroniques que je fais ça. Mais j'aime bien me demander un petit peu pourquoi est-ce qu'ils aiment ceci, ils aiment cela. J'ai des surprises dans le sens où, à mes yeux, tel truc est à laver, par exemple, et de voir que des gens prennent plaisir à regarder. Pour moi, ça m'amuse de voir sous quel angle ils prennent du plaisir. Mhm. Pour moi, ça devrait rester comme ça, en fait. Et ne pas se focaliser, cristalliser une période du cinéma. C'est pas possible de reproduire, si tu veux, Le schéma. voilà, ce schéma-là. C'est plus possible. Donc autant c'est porté par le temps, quoi. Ouais. Surtout que ça te donne tendance à te couper de tes amis proches, quoi. Oui, absolument. Ok, et puis d'ailleurs, même Nicolas le dit, hein, il va laisser un grand vide. Comme maintenant, on attend avec pas mal d'acteurs qui ne sont plus tout jeunes non plus. Donc, oui, effectivement, hein, ce sera plus comme avant. Donc, voilà, et merci à toi, mon cher Sibroja, pour ces mots si. Et c'est parti. Le coordinateur des cascades de la prélogie, Nick Gillard. Alors, moi, je connais un qui va dire ouais, il parle de la prélogie, aïe aïe aïe. Je te le connais. A profité de sa venue dans le podcast Chris Company pour revenir sur son expérience durant le tournage des 3 films. S'il a indiqué qu'il y avait de quoi ressortir 3 films avec les innombrables scènes coupées, il nous dévoile également une scène alternative qui avait été prévue pour conclure le duel entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar. Ainsi, Anakin devait attraper Obi-Wan par la gorge en le désarmant pour lui dire qu'il était désolé de devoir le tuer. Anakin aurait alors entrepris un mouvement pour décapiter son ancien maître. Obi-Wan aurait fini par dévier le coup et découper le bras et de découper le bras d'Anakin dans la foulée. Nick Gillard et toute l'équipe auraient milité pour que cette version soit choisie. Mais George Lucas n'aurait rien voulu savoir, préférant garder la version que nous connaissons dans le film aujourd'hui. Ce choix est avant tout une idée de Steven Spielberg, ami de Tonton George. Et j'aimerais avoir votre appréciation, vous dans le chat et mon invité aussi. Donc là, quand je parle justement du duel, donc c'est le duel final hein, qu'il y a eu justement avant qu'il devienne Vador. Et vous, par exemple, en parlant de ce duel, quel genre de duel aurait aimé-vous voir? Donc celui que nous connaissons tous aujourd'hui dans le film, ou alors ce que l'on a dit, Anakin attrape Obi-Wan par la gorge, voulant le désarmer, et ensuite un mouvement pour le décapiter, et voilà. Est-ce que vous, ça vous aurait plus plu? Je laisse la parole à mon invité.
Moi, ça m'aurait plus plu. Je l'ai dit direct, parce qu'en fait, le duel du film, pour moi, c'est ridicule le possible. Enfin, j'arrive. On parle bien du duel, dans le duel du film où il finit coupé en trois. Enfin, il laisse ses jambes et son bras, c'est ça? Oui, oui, le Ouais, final, ouais. parce que ce duel-là, pour moi, enfin, pour moi, c'est le fait de voir des Jedi qui bondissent de partout, comme on le voit dans le film, qui font des acrobaties de partout. Pour moi, ça a tendance à tuer le charisme des Jedi. Je suis un fan de Star Wars, mais trilogie originale dans laquelle on voit les Jedi être sobres. Et de les voir dans le menace fantôme en train de faire des pirouettes, ça avait tendance à gâcher mon plaisir. Il a fallu que je vois Clone Wars pour comprendre que, d'accord, les agents spéciaux, ils ont des facultés, la force leur donne des facultés, enfin, bien apprivoisées, bien domptées en fait, ils arrivent à faire des trucs de ouf. Donc là, d'accord, mais il a fallu que je vois Clone Wars pour comprendre ça. Parce que les films tout seuls, bah, j'ai trop ridicule. Donc à la limite, je Ouais. préférais ce duel très corps à corps avec Obi-Wan Kenobi. J'aurais Ouais, vachement préféré ça. ouais, ok. Oui, bah c'est clair, quand tu vois ça, tu dis ouais. Et mais alors, là, c'est aussi une question. Donc, je vois que Nicolas il dit curieux de voir, mais je reste sur l'original. Et là, je vais en revenir à ça. C'est-à-dire que, à ce moment-là, t'imagines donc celui qui s'occupe justement des cascades, machin. Donc Nick Gillard, et il dit qu'ils auraient pu faire en sorte qu'ils puissent ressortir les trois films avec les innombrables scènes coupées. Et là, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que n'oublions pas que excusez-moi, George Lucas, à un moment donné, justement, mon papa il l'avait dit aussi. Lui, il les a vus au cinéma, hein, donc la trilogie originale. Il les a vus au cinéma. Ensuite, les VHS, DVD, etc. Puis après, on a vu aussi que George Lucas avait remanié, enfin, il a ressorti à nouveau sa trilogie originale avec des nouveaux effets spéciaux, etc. Et à un moment donné, il avait dit, mais est-ce que je pourrais pas ressortir la version originale de pellicule, etc. Enfin, ce qui est sorti au cinéma, au final. À l'époque dans la première trilogie. Et c'est pour ça que là, moi, je m'interroge aussi parce qu'ils disent ouais, mais à ce moment-là, on ressort à nouveau tout et les fans même de Star Wars, ils vont plus rien comprendre parce qu'ils disent ouais, mais ça veut dire qu'il existe plusieurs versions. Donc finalement, moi, je vais pas avoir la version que je connais, je vais acheter l'autre version et puis l'autre, bah, je l'oublie, etc. Est-ce que c'est une bonne idée selon toi de faire ce genre de communication par rapport à des choses déjà effectuées? Bah, pour moi, c'est non direct. Enfin, voilà, moi, j'exèque encore l'édition spéciale qui fout du bordel dans le montage de Star Wars. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, simplement, c'est sortir une édition avec ça en scène bonus. Point barre. Voilà, Ouais. voilà, voilà, un scène additionnel bonus. Enfin, tu vois le genre, quoi. Oui. Enfin, c'est souvent c'est comme ça, et je préfère que ce soit comme ça, qu'on ne touche pas du tout au film sorti en salle et qu'on mette les scènes additionnelles, mais voilà, dans un autre DVD ou dans un autre support, Voilà, qu'il existe pour dire déjà dans bon, les bonus. Ouais. ouais, mais sans Ouais, plus, ouais, voilà. qu'ils soient pas montés. Quoique, alors, il me semble que il y avait Bryan Singer dans X-Men 1, là, je crois que dans X-Men 1, tu as deux, trois scènes, en fait, je crois que t'as surtout une scène dont je me rappelle, où les mecs hésitaient à quel montage effectuer. Alors du coup, entre le montage salle et le montage sortie salle, Ouais. je pense au moment dans X-Men numéro 1, c'est quand donc Stewart Xavier présente l'école à Wolverine. Quand Wolverine est recueilli dans l'Institut Xavier, et donc tu as première rencontre avec Xavier, et Xavier lui cause de l'école pour lui présenter l'école, quoi. Genre c'est l'école jeune surdoué, doté de super pouvoirs, des mutants, et donc du coup il y a un certain montage qui est fait dans le film, mais dans le DVD, en fait, il y a ce moment-là est monté différemment parce que
par rapport aux informations qui sont données, parce que les scénaristes ne savaient pas comment le monter de façon à bien exposer l'école de mutants. Parce que dans le montage qui est en additionnel, qui était coupé, c'est on présente mieux Jubilé et Pyro. Donc dans le montage, si tu veux, qui n'a pas été, enfin dans le montage qui n'a pas été gardé, tu as donc Jubilé et Pyro qui sont réellement en fait mis en valeur. C'est des gens qui sont, tu peux les reconnaître via caméo dans les plans d'ensemble, mais le problème c'est que dans le montage en fait initial, enfin dans le montage donc, qui n'a pas été gardé, tu les vois donner un réplique à Malicia. Et ils sont nommés. Donc tu avais un côté, bon, oui, ils sont réellement dans l'école. T'attends pas le numéro 2 pour apprendre que Pyro est en fait fait partie des mutants. Non, non, dès le premier, c'est fait. Donc, mais cette hésitation-là a fait que, bon, ben, c'est mieux le premier montage pour le rythme en fait, mais c'est vrai que le deuxième est plutôt sympa dans les informations données. Mais le problème, c'est que par rapport au rythme, si tu veux, juste par rapport au rythme, je peux comprendre qu'ils aient gardé le premier. Donc, en restant additionnel, tu permets aux fans du film de dire, d'assumer le truc. Bah, ouais, c'est que il y a eu trop d'éléments en fait à poser, donc mais on vous dit que ça existe quand même. Mais non, pour être fan du film, ça permet d'avoir cette de consolation. Il n'y avait pas de faire une édition spéciale Director's Cut machin chose ou Snyder's Cut machin chose. Non, pour le grand public, ce truc-là n'existe pas. Bah, en même Le grand temps, public, voilà, là on parle de si c'est un remontage du film, mais de toute manière ça aurait pas pu être une director's cut puisque la director's cut c'est les films que nous avons vus oui. de George Lucas. Donc ça. Ouais, enfin pour moi, enfin, c'est Ouais. vraiment Lucas Après qui c'est a un autre vraiment débat. foutu le bordel. Pour Lucas, précisons, pour Lucas, le directeur Scott, c'est l'édition spéciale. Mais le problème en fait, c'est que pour moi, les Star Wars, c'est les éditions sorties en 77, qui aux yeux de Lucas n'existent toujours pas. Ouais. C'est vraiment le. Merci Lucas d'avoir foutu le bordel, hein. Ouais, voilà. Ok, très bien. Merci à toi pour ceci. Et c'est vrai que voilà, donc même je vois Nicolas, donc toi tu voulais être curieux. Et ouais, effectivement, d'accord, uniquement en scène bonus. Et effectivement, bah, c'est comme on a pu voir les DVD par exemple. Moi j'avais l'édition DVD, et puis tu avais carrément les scènes bonus qui étaient largement suffisantes. Bien. Alors, mauvais film, Ciné Z, aussi pathétique que risible. Les commentaires spectateurs d'Anaconda, le prédateur thriller d'aventure de Luis Llosa, ne sont pas tendres. Sorti dans nos salles en 1997, le film porté par John Boyd, Jennifer Lopez, Ice Cube et Eric Stoltz est noté 1,6 étoiles déjà sur le site Allociné. Pourtant, 27 ans après, un remake va bien voir le jour. En projet depuis 2020, Anaconda semble bien avoir avancé puisque après l'annonce cet été de Paul Rudd et Jack Black au casting, c'est au tour de Daniela Melchior de rejoindre la distribution de ce long métrage. La comédienne de 27 ans est déjà apparue dans The Suicide Squad, Fast and Furious X, Les Gardiens de la Galaxie 3 et le remake Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. Selon Deadline, cette nouvelle version sera plus une réimagination qui penche vers la comédie du film de Luis Llosa plutôt qu'un remake. Rien de bien étonnant quand on sait que Paul Rudd et Jack Black sont au casting. Mis en scène par Tom Gormican, un talent en or massif. Voilà. Le film, donc le long métrage devrait reprendre l'histoire du film de 1997 dans lequel une équipe de tournage venue réaliser un documentaire sur une peuplade inconnue d'Amazonie portait secours à un chasseur de serpents aussi qui prenait l'équipe en otage et se lançait à la poursuite du plus grand des reptiles, l'anaconda. Avec 135 millions de dollars au box-office mondial, ce film détesté est finalement devenu un classique de cinéma d'action des années 90. On ignore encore quand débutera le tournage du long métrage. Et donc, là je vois déjà Nicolas qui s'excite dans le chat. Un bon plaisir, le Anaconda avec Ice Cube. Et encore un remake, ça suffit. MDR, plaisir coupable. Je peux comprendre. Alors moi, je ne l'ai pas vu parce que moi je pensais quelque chose qui me fait un peu peur.
Vous allez me dire, oui, mais alors tu regardais Jurassic Park, pourquoi pas Anaconda, puisque j'ai vu aussi Komodo, hein, qui était sorti en 99. Euh, En fait, Anaconda, là, moi, ce qui me fait peur, alors après, je vais laisser la parole à mon invité, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que surtout que cette réimagination, ah voilà, s'ils avaient fait que remake, ça aurait été cool. Sauf que là, on nous précise bien que cette version va se pencher sur la comédie. Alors, est-ce que vous, donc je vais laisser après la parole à mon invité, mais déjà aussi dans le chat, est-ce que vous, ça vous rassure ce genre de choses-là? Parce que, est-ce qu'on pourrait pas faire un film sérieux, vu que c'est un remake? Et puis Anaconda, c'est-à-dire quoi? Tu vas le faire danser, tu vas... avec, je sais pas, on va voir quoi, Paul Rudd avec un- avec une flûte et qui va siffler pour voir s'il réagit à l'anaconda. Enfin, moi, ça me laisse perplexe, surtout après avoir lu ceci. Mais vous, dites-moi si vous, le fait que ça va risque de transformer justement là en comédie, est-ce que ça vous tenterait quand même? À toi, Cyborgia. Je crois qu'ils n'ont pas le choix en fait. Parce que le premier essaye d'être sérieux, mais il est ridicule au possible. Moi, quand j'ai vu l'annonce, j'étais atterré de voir film culte de 90. Film culte pour qui exactement? Ça peut dire quoi? Parce que c'est une série Z ce truc. Tu peux pas faire un truc sérieux sur un anaconda géant. Le film est une zèderie. Enfin, le film, c'est, tu peux pas faire un truc sérieux avec ça. Moi, je vois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ils peuvent te faire le Harak Attack des films de Anaconda. Voilà. Mhm. Laissez le classique Anaconda. Laissez le classique Anaconda tranquille, Nico. À la limite, oui, il y a eu 4 films, hein. Il y a eu 4-5 films, hein. Ouais. Dont un avec des USLF. Oui. C'est pas. C'est les direct ou DVD. Mais justement, moi en tout cas, ce qui m'imperplexe aussi, c'est que pourquoi tourner ça à la dérision alors que par exemple nous avons des films de dinosaures, des films de requins. Là j'ai cité Komodo aussi de 99 qui moi je vous le dis, si vous n'avez pas vu Komodo, regardez-le en journée et pas dans la soirée. Hein, c'est un petit conseil que je vous donne parce que moi j'ai fait cette expérience et enfin voilà. Euh... non, mais après je me dis, ce serait l'occasion de faire un truc, un bon truc, parce que je me dis Anaconda, voilà. Personne n'aurait aussi misé sur Komodo, qui pour moi est un excellent film sous-coté, malheureusement. Euh, qui était fait par les producteurs de Jurassic Park d'ailleurs. Mais là, je me dis, ça aurait été quelque chose d'intéressant. Et là, le fait que, en fait, tous les films maintenant, la plupart du temps, euh, il faut tourner en comédie, alors que justement, c'est un animal, voilà, qui peut faire flipper. N'oublions pas qu'il y a Crawl. Et, Crawl 2 qui est aussi en préparation, hein, puisque ça avait été officialisé, etc. Et puis Crawl, moi je l'ai pas vu, mais c'est un film avec un crocodile quand même. Donc voilà, je me dis pourquoi tourner toujours à la dérision, etc. Alors que tu peux faire un bon truc. Ils sont capables aussi, même au cinéma, de faire des bons trucs et pas forcément tourner à la comédie. En tout cas, je vais te laisser réagir, Cyborgien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Attends, si tu fais un film sérieux, c'est ridicule au possible. Mais vraiment. Bah oui, non, mais attends, le premier se veut un film Non, mais sérieux. maintenant, Mais admettons, vu que tu veux faire un remake, ouais. tu dis, ok, il a eu ce Anaconda. Tu serais pas à dire, oui, maintenant je veux faire quelque chose de mieux ou quelque chose comme ça, plutôt que. Parce que là, maintenant on dit à la comédie, c'est pour les gens qui se disent, ah, bah tiens, on risque d'avoir peut-être un remake, mais d'une autre façon. Maintenant, tu dis comédie, il y a tout le monde qui risque de s'en foutre, quoi. Enfin, la communication, pour moi, elle est pas cool. Ah bah ça dépend comment c'est fait la comédie, parce que si c'est du niveau de Attack, moi je suis preneur. Hein. Attack, t'as jamais vu? De quoi? Attack, t'as jamais vu? Tu connais pas? Non. Parce que Attack et Tremor, s'ils font un truc dans ce genre-là, je suis preneur. Alors Tremor, ça se passe en Australie, et dans un petit bled paumé australien, ils sont dérangés par des vers géants. C'est comédie à mort, hein. C'est aventure comédie à mort. Dans Attack, c'est à peu près pareil, sauf que ce sont des araignées géantes.
dans Rack Attack, t'as un petit chouchou de Scarlett Johansson qui a encore 16 ans. Donc voilà, t'as David Arquette à l'époque avant Scream. C'est des films comédie horrifique. Mais si se la joue comme ça par l'Anaconda, je suis preneur, je suis client. Simplement, le problème qu'il y a, c'est que ils peuvent pas te faire un truc sérieux avec Anaconda, vu que le premier se voulait sérieux. Et ben voilà, il était ridicule au possible, parce qu'il était sérieux. Et c'était Luce Lozar, t'avais Jennifer Lopez, est-ce qu'il y avait du casting dedans? J'avais John Voight dans le rôle du bad guy. S'ils veulent te faire sérieux, s'ils font un film sérieux à partir de ça, bah, ça va être ridicule au possible. Le truc va se faire lyncher à sa sortie. Comme le premier s'est fait lyncher à sa sortie. C'est la grosse surprise, hein, le succès du truc. Ok. Donc voilà. Oui, exact. Nico, je suis Rakata classique avec la belge Scarlett Johansson. Je soutiens. Ah, je comprends pourquoi. Je comprends, j'ai compris. Le malaise étant qu'elle a quand même une ado, elle a 15-16 ans, donc quand tu regardes le truc, maintenant, tu vas, oh merde, Ok. tu crois sur un vengeur, et quand tu regardes les films qu'elle a fait, genre Tu me maries avec chevaux ou Rack Attack, bah, elle est vachement, quand je dis qu'elle est vachement jeune, je crois pas qu'elle soit majeure, hein, c'est ça le problème. Donc c'est comme si quand tu regardes Emma Watson dans les premiers Harry Potter, D'accord. t'as à peu près le même malaise. Ok. Parfait. Alors, en tout cas, on va suivre ces infos de près. Merci en tout cas à mon invité. Et donc, cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir été présents. Donc, je vous annonce que on va se retrouver mercredi prochain pour des nouvelles news à venir. Et en attendant, merci à mon invité. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!